Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, plus de 9000 grands électeurs ont choisi ce samedi les 64 sénateurs. Ce 16 septembre était consacré à l'élection des parlementaires de la Chambre haute. Le vote a débuté à 8 h pour prendre fin à 17 h. Place maintenant au dépouillement et à la proclamation des résultats. 123 listes étaient en compétition. Ce samedi 16 septembre, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la protection de la couche d'ozone. Cette année, l'accent est mis sur le protocole Montréal pour réduire le changement climatique. Le ministre de l'Environnement, Jean-Luc Assy, fait le bilan des actions de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement reste engagé à protéger la couche d'ozone. La Côte d'Ivoire était à l'honneur du 7 au 12 septembre dernier à Paris, en France. C'était à l'occasion de la 6e édition du Village international de la gastronomie, une tribune qui promeut l'art culinaire venu de divers horizons. Cette année, 180 pays ont pris part aux festivités dans la capitale française. En Libye, le bilan s'alourdit à plus de 3000 morts. Les Nations Unies évoquent aussi au moins 10 000 disparus et 38 000 déplacés. L'aide internationale à la Libye s'intensifie. Mais la situation chaotique empêche le bon déroulement du recensement et l'identification des victimes. Mais avant le développement de tous ces titres, sachez que le vice-président de la République, Temoko Meïlek Koné, a quitté Abidjan ce samedi matin pour New York aux États-Unis. Il va représenter le président de la République, Alassane Ouattara, à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui se déroule sous le thème « Reconstruire la confiance et raviver la solidarité mondiale, accélérer l'action en faveur de l'agenda 2030 ». Et vous le savez, ce samedi était consacré à l'élection des sénateurs. Les bureaux de vote étaient ouverts ce samedi. C'était l'élection pour le renouvellement de 64 sièges au Sénat, 123 listes en compétition. Plus de 9000 électeurs, ceux d'Abidjan, se sont rendus aux urnes. Le dépouillement a commencé par la fermeture des bureaux de vote à 17 h au lycée Sainte-Marie de Cocody dans le district d'Abidjan. Ce sont 766 grands électeurs qui ont été appelés aux urnes pour élire le futur sénateur. Le scrutin, selon le représentant de la CEI, s'est bien déroulé. Actuellement, le dépouillement se poursuit. Et alors maintenant, après Cocody, comme prévu, les bureaux de vote ont fermé à 17 h pour le dépouillement au lycée moderne Les Boutous de Dabou. Sur les 176 grands électeurs attendus, 159 ont voté pour choisir leurs 2 nouveaux sénateurs parmi les 4 listes qui étaient en course pour cette élection. Voici notre reportage. Un reportage dans les éditions. Alors maintenant à San Pedro, retrouver Sam Conan. Il nous apprend également que les portes des bureaux de vote sont fermées. Place donc au dépouillement dans la cité portuaire. En refermant les portes de ce bureau de vote à 17 h au groupe scolaire centenaire de San Pedro, la présidente indique ainsi la fin des opérations de vote dans ce lieu de vote, comme dans les 2 autres lieux de vote de Soubré et de San Pedro. Une fermeture de bureau de vote qui marque le début du dépouillement des bulletins de vote. Dans l'ensemble, le scrutin s'est bien déroulé. Note Marguerite Yolbi Koné, superviseur de la CEI dans le Bas-Sassandra. Depuis ce matin, 8 h, tous les bureaux de vote ont ouvert à l'heure. Tous les membres des bureaux de vote étaient présents. Nous avons fait l'ouverture à Soubré. Nous sommes venus à Sassandra, puis à San Pedro, où nous venons de clôturer. Globalement, le scrutin s'est très bien déroulé. Il n'y a pas eu de heurts. Très tôt le matin, les grands électeurs ont pris d'assaut les bureaux de vote. On a traîné un peu avec 1 ou 2 électeurs qui n'arrivaient pas, mais dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Nous avons fait le dépouillement. Dans le Bas-Sassandra, ce sont 20 candidats issus de 10 listes qui se disputent les 6 sièges au Sénat. Journée électorale également dans la Yébitiassa. Grâce Kando a suivi le vote dans cette région, précisément à Agboville. Agboville, chef-lieu de région de la Yébitiassa. Nous sommes à la préfecture. Les conseillers municipaux et régionaux se rendent aux urnes.
ces jours de vote pour les sénatoriales. Dans l'Agné-Bitsiassa, 344 grands électeurs au total sont appelés à élire leurs représentants à la Chambre haute du Parlement, le Sénat. Je suis content de voter mon candidat et là je pense que mon candidat va gagner. Ce que nous espérons ici, c'est la paix. Quel que soit celui qui gagnera, c'est Agboville qui est en marche. Nous voudrons aussi saluer la qualité de l'opération et surtout l'engouement des conseillers municipaux, des conseillers régionaux autour donc de ce vote. Et nous espérons que notre parti politique sortira vainqueur de cette élection. Nous venons donc d'accomplir notre devoir citoyen en procédant donc au vote des sénateurs qui sont à la Chambre haute de notre Parlement. C'est avec eux et les députés que tous nos tests, les tests que le président du gouvernement sont examinés. Le président Alassane Ouattara a fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire et nous avons besoin d'un pays apaisé et inclusif où tout le monde participe de façon démocratique au choix de leurs dirigeants. Et ce que nous souhaitons, c'est que ces choses se passent dans la paix pour renforcer la cohésion et surtout accélérer le développement dans notre pays. De l'avis de la commission électorale locale et des représentants des différents candidats, tout se déroule bien dans l'ensemble. Dans la circonscription, nous avons 7 communes et un conseil régional qui constituent les 8 bureaux de vote. Les agents sont arrivés à 7 heures et les bureaux de vote ont effectivement ouvert à 8 heures. Tout se passe en tout cas dans de très bonnes conditions. Nous avons affiché un panneau de signalisation pour indiquer les différents bureaux de vote. Les listes des électeurs sont affichées devant chaque bureau de vote par ordre alphabétique pour permettre aux électeurs de s'orienter. Les missions des sénateurs se résument entre autres à l'évaluation des politiques publiques, au contrôle de l'action gouvernementale et à la représentation des collectivités territoriales. Alors maintenant, dans le district autonome de Yamoussoukro et la région du Bélier, les différents conseillers se sont rendus aux urnes pour désigner le sénateur. Le vote a pris fin et les bureaux sont à présent fermés. Retour sur le dépouillement avec notre reporter Walter Amadou Ouattara. De Yamoussoukro pour le compte du district autonome à Ateguakro dans la commune comme à Toumoudi dans la région du Bélier. Le scrutin s'est déroulé dans le calme et dans une ambiance fraternelle. Nous sommes entre nos frères. Et c'est ce qu'il faut noter en ce qui concerne la région du Bélier. C'est vrai qu'il y a une adversité politique. Et réellement, nous sommes des frères. Nous nous côtoyons au quotidien. C'est les responsables qui sont là parce que nous ne sommes pas nombreux. Nous avons pu sympathiser ce matin, causer avec tout le monde. On espère qu'on va gagner. Tout ceci montre la vitalité en fait, de la démocratie dans notre pays et singulièrement à Yamoussoukro. Et en tout cas, je pense que le vainqueur au cours de cette élection, ça sera en tout cas la démocratie et la Côte d'Ivoire et que la paix et la paix et le développement puissent en continuer dans notre pays. Pareillement à ces cadres du centre du pays, nous espérons que cette atmosphère continue de prospérer jusqu'à la fin du processus électoral. Bienvenue à la sous-préfecture de Toumoudi, c'est dans la région du Bélier. Ici, 4 listes sont en course pour seulement 2 sièges au Sénat. Sur 263 électeurs attendus, 2 ne se sont pas présentés à l'un des 7 bureaux que compte ce lieu de vote. Pour la suite des événements, on écoute le représentant de la CEI pour cette région. Le superviseur régional pour ces élections, donc je supervise la région du Bélier, du Inzi et le district autonome de Yamoussoukro. Bon, il va maintenant s'agir de faire un dépouillement, bureau de vote par bureau de vote. Après, on fera la compilation et les résultats de la compilation ce résultat me sera transmis pour une validation, ce qui permettra de faire une proclamation au niveau local. Et dans l'est du pays, les conseillers des collectivités, ces grands électeurs pour le Sénat, étaient aux urnes dans la région du Gontougo. Herman Yamie revient sur le vote au groupe scolaire Plateau de Bondoukou. Groupe scolaire Plateau de Bondoukou. Dans cet établissement transformé pour la circonstance en centre de vote, 8 bureaux de vote ont été ouverts pour accueillir les grands électeurs issus des 7 conseils municipaux de la région et du conseil régional du Gontougo. Dans ce vote, il n'y a pas de tablette, il y a une liste d'émargement qui existe, tout se passe bien. Et le dépouillement va se faire ici et la compilation au niveau de la commission régionale. Dès 8 heures dans la discipline, les grands électeurs ont pris d'assaut les différents bureaux de vote pour accomplir leur devoir civique. L'acte s'est bien passé, nous venons de l'accomplir et nous allons attendre impatiemment que les résultats soient proclamés. Les enjeux pour nous sont très importants. Et nous avons besoin d'avoir des sénateurs qui soient capables d'aller défendre non seulement notre région, mais travailler aux côtés des autres élus
pour porter la voix des populations et des collectivités décentralisées. 3 listes se disputent les 2 sièges attribués à la région du Gontougo au Sénat. Et nous allons nous rendre maintenant à la commission électorale indépendante. Avec nous en direct ce soir, Victorien Angwa, au siège de la commission électorale indépendante. Bonsoir, Victorien. Bonsoir Kolo, bonsoir chers téléspectateurs. Les sénatoriales de ce 16 septembre 2023 consacrent la fin du processus entamé depuis octobre 2020 avec la présidentielle, les législatives et récemment le 2 septembre avec les élections couplées municipales et régionales. Nous sommes au siège de la commission électorale indépendante à Cocody, les 2 plateaux, justement pour parler du déroulement de ce scrutin qui doit avoir l'élection de 64 sénateurs sur les 66, à raison. Le docteur va tout à l'heure expliquer pourquoi. Avec moi, justement, c'est le docteur Doumbia Souleymane. Il est le conseiller technique du président de la CEI. En attendant les résultats qui vont être proclamés certainement après le journal, monsieur le conseiller va parler avec nous du mode opératoire de ce scrutin. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur Angwa. Alors, actualité oblige. Que peut-on retenir de cette journée électorale? Comme vous l'avez indiqué, aujourd'hui 16 septembre 2023, la commission électorale indépendante a organisé les élections sénatoriales conformément au décret portant convocation donc, du code électoral pour ces élections sénatoriales. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Globalement, on peut retenir que les élections sénatoriales de ce jour se sont très bien déroulées dans l'ensemble des circonscriptions électorales, c'est-à-dire dans l'ensemble des 32 circonscriptions dans lesquelles devait donc se dérouler ce scrutin. Le scrutin a débuté à l'heure, c'est-à-dire à 8 h, et effectivement, les opérations de vote se sont terminées à 17 h comme prévu. Donc, on peut dire que globalement, tout s'est bien passé. Et alors, peut-on avoir une idée du taux de participation à cette heure-là? Je vous donnerai plutôt le taux de participation qu'on avait à la mi-journée. Tout à l'heure, comme vous l'avez indiqué, on va commencer à vous donner les premiers résultats. Donc, ce sera le fait donc, de nos porte-paroles. Mais pour ce que je peux dire, en ce qui concerne donc les résultats du taux de participation que nous avions à la mi-journée, on était autour de 69%. Voilà. Et en guise de comparaison par rapport aux élections de 2018, de mars 2018, à la mi-journée en 2018, le taux de participation était à 63%. Donc c'est vous dire que si on établit une comparaison, il y a quand même un progrès certain. Alors vous avez dit que dans l'ensemble, les choses se sont globalement bien déroulées. Pas d'acte à regretter, comme ça a été le cas le 2 septembre pour les élections couplées? En tout cas, pas en ce qui concerne les opérations de vote qui ont débuté à 8 h et qui se sont achevées à 17 h. On a quelques informations relativement à un incident qui se serait déroulé au moment du dépouillement dans un des bureaux de vote. Mais tout à l'heure, on attend d'avoir des éléments d'information peut-être plus complets et sur lesquels on pourra communiquer éventuellement. D'accord. Alors dites-nous, qui est concerné par ce scrutin? Je veux parler des électeurs. C'est qui? Eh bien, la réponse à cette question se trouve dans l'article 109 du Code électoral, voilà, qui prévoit que pour ces élections sénatoriales sont invités donc, à participer les conseillers régionaux, les conseillers municipaux. Vous vous souvenez que vous l'avez indiqué tout à l'heure que le 2 septembre 2023 ont eu lieu les élections locales pour la désignation des conseillers régionaux et des conseillers municipaux. Donc, ce sont les élus qui ont été proclamés pour ces élections-là, donc qui, aujourd'hui, 16 septembre, ont pris part aux élections sénatoriales. Et également, à ceux-là, il faut ajouter les candidats aux élections sénatoriales. Alors, docteur, pourquoi organiser ce scrutin maintenant, là, alors qu'il y a des contentieux, des élections, justement, locales qui sont en cours? Bien, M. Angwa, merci pour cette question. C'est une question qui est récurrente, donc vous faites bien de la poser. Effectivement, il est reproché à la commission électorale indépendante, parce qu'en posant la question, en fait, vous reprenez un reproche qui est récurrent, qui revient. Donc, il est reproché à la commission électorale indépendante d'organiser les élections sénatoriales, alors même qu'il
il y a un contentieux effectivement qui accourt devant le Conseil d'État, contentieux concernant donc l'élection de certains conseillers régionaux et de certains conseillers municipaux. Ceux qui le disent ont certainement leur raison et en cela, pour ce que j'ai pu lire, voilà, ils semblent se fonder ou s'inspirer de ce qui a cours pour les élections sénatoriales et pour les élections des députés. Mais ce qu'il faut dire ce soir aux Ivoiriens, c'est que les règles qui encadrent l'élection des députés et des sénateurs ne sont pas les mêmes que celles qui encadrent l'élection des conseillers régionaux et des conseillers municipaux. Si vous lisez le code électoral, notamment si vous lisez les articles 86 et 128 du code électoral, qui concernent l'élection des sénateurs et des députés, vous constaterez que pour ces élections-là, les résultats qui sont proclamés par la Commission électorale indépendante sont les résultats provisoires pour les élections locales et pour les élections, pour l'élection des députés et pour les élections sénatoriales. Ce sont les résultats provisoires que proclame la Commission électorale indépendante. Par contre, lorsque vous prenez en compte les règles qui concernent ou qui régissent les élections des conseillers régionaux et des conseillers municipaux, vous constaterez que contrairement à ce qui est indiqué pour les élections des députés et des sénateurs, ici, la Commission électorale indépendante proclame des résultats qui sont définitifs. Il y a certes une proclamation provisoire qui s'est faite au niveau de la circonscription administrative, donc au niveau local, mais lorsque ces résultats remontent à la Commission électorale indépendante au siège, celle-ci, donc la Commission centrale du siège, prononce des résultats qui sont les résultats définitifs. Donc c'est le produit de ces résultats définitifs que nous utilisons aujourd'hui pour organiser donc les élections des sénateurs. À ce titre, il est bon d'indiquer que, en faisant ainsi les choses, la Commission électorale indépendante n'est pas dans une situation inédite. À ce titre, on peut essayer de faire quelques comparaisons avec ce qui a cours ailleurs. Vous vous souviendrez qu'au Nigeria, pour l'élection présidentielle, il y a une élection qui a eu lieu en février 2023. En mai 2023, alors même qu'il y a un contentieux qui avait cours, le président nigérian a prêté serment. Et c'est seulement en septembre, le 6 septembre dernier, que le tribunal électoral nigérien a vidé le contentieux. Ce qui signifie que là, vous avez une élection présidentielle qui s'est déroulée et le président est entré en fonction, a commencé à exercer ses prérogatives alors même qu'il y avait un contentieux. Si vous quittez la situation nigériane et que vous essayez également de faire quelques éléments de comparaison avec ce qui a cours en France, là-bas également, le fait qu'il y ait une contestation contre l'élection d'un élu local, cela n'empêche pas cet élu local de rentrer en fonction et de continuer de commencer à exercer ses prérogatives. Donc, à la matière, la Côte d'Ivoire n'innove pas. La Commission électorale indépendante, la Commission centrale n'innove pas. Elle ne fait que donc, appliquer les règles à la matière, comme je le disais tantôt, à la matière. Les résultats qui sont proclamés par la Commission centrale en matière d'élections locales sont des résultats définitifs. C'est à bon droit qu'on peut utiliser ces résultats-là à l'effet d'organiser le sénatorial. Dans le cas d'espèce, quelles sont les conséquences en cas d'annulation d'une élection justement locale par le Conseil d'État? Il y a une première conséquence immédiate qui est prévue par le Code électoral, c'est que si effectivement une élection locale est annulée, la conséquence immédiate, c'est que cette élection qui a été annulée doit être reprise dans un délai de 3 mois, donc à compter de la proclamation, à compter de l'annulation du scrutin par le Conseil d'État. Mais derrière, peut-être qu'il y a une autre question que vous voulez poser. Est-ce que cette annulation peut avoir une incidence sur l'élection d'un sénateur? C'est une question qu'on peut poser, mais c'est une question contentieuse qui relève de notre point de vue des juridictions qui pourront être saisies le cas échéant, c'est-à-dire éventuellement le Conseil d'État lui-même ou le Conseil constitutionnel. Donc nous, Commission électorale indépendante, c'est une question que nous ne tranchons pas. Dans ce cas aussi, le délai, c'est à peu près... Ça aussi, c'est toujours la juridiction qui va décider. Éventuellement, si elle est saisie, il lui appartiendra donc de voir quelle solution, quelle décision elle prend à cet égard. Alors, qu'en est-il du dépouillement et de la compilation en cours actuellement? Comme je vous l'ai indiqué, conformément donc au décret portant convocation du corps électoral, les opérations de vote ont débuté à 8 h et se sont achevées
à 17h et depuis 17h, les opérations de compilation, de dépouillement et de compilation ont débuté. Je peux même dire qu'à cette heure-ci, voilà, la plupart des opérations de dépouillement sont achevées. Donc, présentement, les deux commissaires superviseurs sur le terrain sont en train de nous remonter les éléments d'information, c'est-à-dire la proclamation des résultats tels qu'elle a pu se faire donc, sur le terrain. Donc, d'ici peu... Donc, on peut espérer qu'on aura les résultats peut-être d'ici à la fin du journal. Voilà. Je ne dirais pas à la fin du journal, mais dès la fin de ce journal, déjà, vous aurez les premiers résultats en ce qui concerne donc ces sénatoriales. Et certainement avant peut-être minuit, ou en tout cas avant le petit matin, je pense qu'on pourra proclamer tous les résultats pour les 32 circonscriptions qui sont concernées par ces élections sénatoriales. Merci, docteur. Donc, chers téléspectateurs, vous avez bien compris. Certainement qu'après le journal télévisé, on va commencer la proclamation des résultats et si possible, on va les achever ce soir. Kolo, à vous. Merci Victorien Angoua. Je rappelle que vous êtes au siège de la commission électorale indépendante pour cette première nuit électorale, certainement pour les premiers résultats. En direction les Grands Ponts, comme prévu, les bureaux de vote ont fermé à 17h pour le dépouillement au lycée moderne Les Boutous de Dabou. Sur les 176 grands électeurs attendus, 159 ont voté pour choisir leurs 2 nouveaux sénateurs parmi les 4 listes, le RHDP, le PDCI-RDA, le PPACI et une liste indépendante. Les représentants des candidats et les observateurs se sont félicités de l'atmosphère apaisée qui a prévalu pendant le scrutin. Et dans le centre du pays, cette fois dans la région de Beket, tout s'est bien déroulé aussi. Les électeurs se sont rendus aux urnes pour choisir le sénateur. On voit le vote à Bouaké avec Charles Tatou. Lycée classique de Bouaké, centre de vote pour les 2 sénateurs de la région de Beket. Les autorités administratives et les superviseurs de la CEI ont ouvert les bureaux pour lancer l'opération de vote. 2 enjeux. Premièrement, continuer à consolider la démocratie dans notre pays. Et deuxième enjeu pour nous, c'est que cette élection, comme toutes les autres qu'on vient de vivre, pour nous devra consolider donc les liens fraternels entre donc les fils et les filles de la région. Nous avons 9 bureaux de vote et nous souhaitons que les gens viendront au fur et à mesure. Ici, ce sont au total 385 électeurs qui accomplissent leur devoir civique dans 9 bureaux de vote. Cap sur Katiola, chef-lieu de région du Hambol. Les électeurs des 11 communes dont dispose la région convergent vers l'EPP Katiola 1 qui abrite les 12 bureaux de vote pour l'accomplissement de leur devoir civique. Dans le Hambol, on dénombre au total 424 électeurs. Le scrutin se déroule dans le calme et la discipline. À Bouaké, tout comme à Katiola, les électeurs ont marqué une grande mobilisation pour le vote des sénateurs de leurs régions respectives. À l'ouest, dans le Tongpi, le vote s'est aussi bien déroulé dans le calme. 10 bureaux de vote ont servi à l'élection de 2 sénateurs de la région. Les bureaux sont à présent fermés. L'ambiance de clôture du vote avec Mamadou Kouassi, notre correspondant dans cette partie du pays. Après le bureau de vote de Logoualé qui a donné son verdict à la mi-journée, c'est au tour des 9 autres bureaux de vote du groupe scolaire Péraldi de Mans de procéder au dépouillement et au décompte après leur fermeture à 17h. Des opérations qui se font sous la supervision du commissaire central de la CEI, Kwame Adjoubani. C'est selon le mode opératoire. C'est une sensation quand vous constatez qu'un déroulement se fait de façon pacifique et que tout le monde vient voter libre, accès et retourne à la maison. Pour nous, nous sommes satisfaits. C'est la démocratie qui triomphe. Dans la matinée, ils étaient nombreux, ces grands électeurs de la région du Tongpi, mobilisés pour choisir leur sénateur. Je suis heureux de participer à ce moment de démocratie. Je suis heureux que dans le Tongpi, ça se passe dans la paix, la cohésion, la tranquillité. Je souhaite surtout que nous puissions continuer à nous retrouver pour qu'ensemble nous bâtissions une région que nous aimons. Toute l'après-midi, les agents de la commission électorale indépendante, en compagnie des représentants des candidats, sont restés à attendre les derniers électeurs. C'est les électeurs qui sont attendus. Notre BV, il y a 35 qui sont attendus. Sur les 35, jusqu'à 11h, on attendait 5. Et jusque-là, les 5 ne sont pas encore. Les candidats, ils sont là. Ils devaient être au nombre de 5. Mais il y a le PPAC qui n'est pas représenté. Il y a 4 qui sont présents.
Nous avons 36 électeurs, il nous reste 4 que nous attendons avec impatience jusqu'à 17h. Candidature pour les sénatoriales avec 442 grands électeurs. On reste à l'ouest dans la région du Cavali cette fois. Ce samedi était aussi jour de vote. Un vote à Guiglo dont nous parle Mamadou Kwasi. Lycée moderne de Guiglo. 5 bureaux de vote sont ouverts dans ce centre sous la supervision des représentants de la CEI et des forces de défense et de sécurité. Alors, du point de vue, si vous voulez, de la mise en place et du déploiement logistique et matériel, tout est en place. Il n'y a aucun souci. Maintenant, il reste les électeurs. Si certains bureaux de vote enregistrent leurs premiers électeurs, d'autres par contre comptabilisent plus de 50% des votes. Nous avons commencé à 8h et pour le moment, nous avons 6 votants. 5 hommes et une femme. Donc nous avons 23 votants sur 32 attendus. Et jusqu'à présent, tout se déroule bien. Le vote se passe dans le calme, dans la discipline. Les électeurs viennent de façon à leur rythme. Aux environs de 10 heures, le centre de vote enregistrait un nombre croissant d'électeurs venus des 4 départements du Cavali. Des élections qu'ils souhaitent tous apaiser pour accompagner le développement de la région. Il est de mon devoir en tant que citoyen et en tant que conseiller régional de participer vraiment au rayonnement de la Côte d'Ivoire. Voter est un devoir civique et tout citoyen a des obligations vis-à-vis de la nation, vis-à-vis des électeurs et vis-à-vis de l'avenir du pays. Et je souhaite que le meilleur gagne. 2 listes sont en compétition et ils sont 222 électeurs à les départager ce samedi 16 septembre 2023. Et Rigoré est dans la région du Bafing, à Touba. Le vote s'est bien déroulé. Les électeurs se sont mobilisés pour opérer leur choix. Mobilisation exceptionnelle pour cette élection des sénateurs et sénatrices dans la région du Bafing. 254 électeurs pour cette région. Les représentants du peuple également qui vont donc voter les lois. Et il y a une particulièrement importante qui nous concerne, nous, c'est la loi des finances. Donc qui doivent regarder, scruter de près ce que le gouvernement prévoit faire. Et c'est important pour nous parce que nous pensons que véritablement il faut que chacun de nous vienne faire son devoir, faire en sorte que la région se retrouve autour donc des sénateurs qui seront élus. Les conseillers qui prennent part au vote sont issus de cette mairie et d'un conseil régional. Nous avons 3 départements. Le premier département, en même temps avec le chef-lieu de région, c'est le département de Touba. Ici, nous avons la mairie de Guinteguela et la mairie de Touba. Donc, il y a également le conseil régional qui est là. Donc, disons que ça fait 2 mairies plus le conseil régional. Maintenant, dans le département de Koro, nous avons la mairie de Koro, la mairie de Borotou et la mairie de Boko. Voilà. Et nous avons enfin le département de Ouaninou qui a en son sein la commune de Ouaninou et la commune de Kouna. Ce qui fait un total de 7 mairies, plus le conseil régional. Ces grands électeurs décideront du choix des 2 sénateurs de la région du Bafing. Au nord à présent, la Bagoué enregistre pour ses élections sénatoriales 283 grands électeurs pour 8 bureaux de vote. L'école primaire publique d'Odokone à Bundiali a accueilli ces grands électeurs à Mississoko. À Bundiali, c'est l'école primaire publique d'Odokone qui a servi de cadre au sénatorial dans la Bagoué. 8 bureaux de vote pour 283 électeurs. À 15h, lors de notre passage dans ce centre, nous avons constaté que la majorité des conseillers régionaux et municipaux avaient accompli leur devoir civique. Dans ce bureau, nous avons 35 personnes qui sont inscrites. Il y a 25 hommes et il y a 10 femmes. Et jusqu'à cette heure, nous sommes à 23 hommes qui ont déjà voté et 9 femmes qui ont déjà voté également. Non, il reste 3 personnes. On ne peut pas fermer, on ne peut pas procéder au dépouillement. Donc on attend jusqu'à 17h. Si on ne les voit pas, alors on va procéder à la fermeture du bureau et à la, comment on appelle, à la proclamation des résultats. Pour le moment, nous avons un taux de participation qui tourne autour de 60 à 70%. On a aussi des salles où il reste 14 personnes, 13 personnes. Voilà. Donc pour le moment, on donne un minimum, comme on n'a pas encore dépouillé. Donc on ne peut pas donner de chiffres erronés, donc on préfère donner le plus bas possible. Dans la Bagoué, 2 listes sont en compétition, le RHDP et la liste indépendante.
Dans le Kabadougou, tout s'est également bien déroulé. C'est à Odiéné que les grands électeurs se sont retrouvés. On en parle avec Jean-Marc Diadji. Lycée moderne de Dodiéné, dans la région du Kabadougou. Ce centre est l'unique lieu de vote réservé par la commission électorale indépendante, CEI, pour l'élection des 2 sénateurs de la localité. 317 conseillers municipaux et régionaux du district du Denguélé sont invités à accomplir leur devoir de citoyen. J'exhorte tous les grands électeurs à venir exprimer leur suffrage. Je souhaite pour ces élections qu'elles soient apaisées parce que le seul message du président Alassane Ouattara, c'est que nous soyons dans la paix, vivons dans la paix et allons dans la paix. 30 agents, superviseurs et commissaires de la CEI locale ont été déployés dans les 30 bureaux de vote du centre. Depuis 7 ans, nous sommes en place et le bureau nous avons commencé les élections à partir de 8 heures. Bon, c'est vrai que tout se passe très bien. Les électeurs arrivent au compte-gouttes. Bon, quand ils arrivent, il faut d'abord vérifier leur identité, la carte d'électeur, la pièce d'identité. S'ils sont effectivement sur la liste des votants, bon, ils votent. Les mesures sont prises pour le bon déroulement de ce scrutin qui vient de débuter. Nous avons pris des dispositifs pour qu'au moins les communes, chaque commune ait au moins un bureau. Donc chaque commune a un bureau et la régionale a son bureau à part. Et on a 10 commissaires. Chaque commissaire est habilité à superviser au moins un bureau. Et dans les régions du Poro et du Tchologo, les électeurs étaient également aux urnes. Ami Sissoko a fait le tour. Voici le vote à Korogo et à Ferké. Sénatorial dans le Poro, jour de vote. Ce sont 441 grands électeurs des 4 départements de la région du Poro, à savoir Korogo, Dikodougou, Sinemateli, Mbengue, qui sont attendus à l'EPP-Soba à Korogo. Le commissaire superviseur des régions de Bagoué et Poro de la commission électorale indépendante et les autorités administratives étaient sur le lieu pour s'assurer du bon déroulement du scrutin. Les choses continuent telles que ça a commencé. Vous avez vu qu'il y a un réel engouement. Les grands électeurs sont présents dans nos 12 bureaux de vote pour la région du Poro. Et les choses se passent bien pour le moment. On espère que ça va aller jusqu'à 17 h pour la fin. Conseillers régionaux et municipaux du Poro sont tous venus accomplir leur devoir civique. Nous avons pris des engagements auprès des populations et en venant maintenant voter massivement nos sénateurs de notre parti, nous nous donnons les moyens justement d'avoir une voix au Parlement. Après le Parlement, toutes les lois sont transmises au Sénat. Donc je pense que c'est une manière de leur donner une grande force pour pouvoir examiner toutes les lois de la nation. Le nouveau président du conseil régional du Poro, Fidel Sarasoro, n'a pas manqué à son devoir. Je suis très content de voir que ce qui se passe aujourd'hui est un approfondissement de notre démocratie, un approfondissement de la cohésion également, parce que c'est tout cela qui constitue également l'expression de la cohésion sociale au niveau local. Cap sur Ferké, dans la région du Tchologo, à 50 km de Korogo. C'est le lycée moderne qui abrite ces sénatoriales. 7 bureaux de vote pour 270 électeurs qui sont venus accorder leur voix à leurs candidats. L'enjeu pour nous, c'est d'abord le développement de la région. Nous pensons qu'il faut choisir quelqu'un qui puisse pouvoir régler et défendre toutes les activités et tout ce qu'il y a dans le cadre du développement de la région du Tchologo. Parmi les électeurs du Tchologo, Tene Birahima Ouattara, par ailleurs président du conseil régional du Tchologo. Les enjeux sont importants. Il s'agit donc d'élire les sénateurs qui doivent, pendant les 5 prochaines années, essayer de réguler toutes les lois, surtout les lois qui concernent les collectivités locales. Donc vous voyez l'importance de cette élection. Bien entendu, le RHDP qui s'inscrit dans une dynamique que tout le monde connaît ici en Côte d'Ivoire est venu donc ce matin pour marquer sa présence. Voilà pour ces sénatoriales. Et l'actualité ce soir, c'est aussi ce samedi 16 septembre, une date que la communauté internationale consacre à la journée mondiale de la protection de la couche d'ozone. Cette année, l'accent est mis sur le protocole Montréal pour réduire le changement climatique. Le ministre de l'Environnement fait le bilan des actions de la Côte d'Ivoire. Delphine Blas. Ce samedi 16 septembre,
Journée mondiale de la protection de la couche d'ozone. Le gouvernement ivoirien présente les actions menées en vue de l'élimination des substances appauvrissant la couche d'ozone, notamment l'arrêté interministériel portant réglementation des quotas d'importation des substances qui affaiblissent la couche d'ozone. Cet arrêté a été pris le 15 février 2023. Ces substances qui touchent la couche d'ozone sont entre autres les gaz, connus sous le nom de frayons et utilisés pour la production du froid, d'aérosols, de matelas, les frayons 22 utilisés pour la climatisation, les chambres froides et les entrepôts frigorifiques. Il faut signaler que la Côte d'Ivoire a pris des dispositions pour lutter contre ces substances depuis 2010. Rappelons que le thème de la Journée mondiale de la protection de la couche d'ozone est le protocole de Montréal, réparer la couche d'ozone et réduire le changement climatique. Ce protocole protège des millions de personnes contre le cancer de la peau et les cataractes oculaires. Et ce samedi, ouverture du concours d'entrée dans les établissements pour l'enseignement technique et professionnel. Plus de 24 000 candidats ont composé. Le ministère a fait le tour des centres, notamment au lycée technique, pour s'assurer du bon déroulement des épreuves. Le reportage de Issa Tionayo. Ils sont 24 768 candidats cette année contre 21 319 l'année dernière qui composent pour le concours d'entrée dans les établissements publics de la formation professionnelle. Ces jeunes sont en lice pour l'obtention du CAP, du BT ou du BTS. Les épreuves c'était facile, il n'y avait rien de compliqué dedans. J'ai confiance pour la suite. On a terminé l'épreuve de français, les questions étaient bonnes, culture générale également. Et là, présentement, nous traitons la mathématique. Le directeur des examens et concours au ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage se réjouit de l'engouement des jeunes pour le concours. Ce concours, comme chaque année, a été ouvert depuis le mois de mai. Et les inscriptions se sont poursuivies jusqu'au 25 août dernier. Et cette année, on a constaté un réel engouement. À preuve, on a eu plus de 25 000 candidats. Pour s'assurer du bon déroulement du concours, le directeur des cabinets du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a visité plusieurs centres, dont le lycée technique d'Abidjan. Nous sommes heureux justement qu'il y ait de plus en plus de candidats. Cela dénote de la sensibilisation des populations sur l'existence même de cette ordre de formation qui a été quelque peu négligé dans les années antérieures. Donc nous espérons que cela va aller crescendo et que nous allons pouvoir mettre à la disposition du peuple ivoirien des établissements de formation professionnelle dignes de ce nom. Les résultats seront proclamés le 23 septembre 2023. On reste dans l'éducation-formation. Les élèves au primaire ont des difficultés en lecture et en mathématiques. C'est ce que dit le rapport d'État sur le système éducatif national en 2018. Un faible niveau chez la majorité des apprenants que veut corriger le ministère. Le programme d'enseignement ciblé est l'une des solutions. 5 ans après, c'est l'heure du bilan. Les acteurs impliqués se sont donc retrouvés pour en parler. Sephora Zegui. La qualité de l'éducation reste un défi à relever pour le système éducatif ivoirien en dépit de l'amélioration des taux d'admission aux différents examens de fin d'année. Le rapport PASEC 2019 montrait des insuffisances en lecture et en mathématiques chez les élèves du primaire et du secondaire, d'où la mise en œuvre du PEC, programme d'enseignement ciblé, dans plus de 1000 écoles dans les DRENA de Divo, Soubré, San Pedro, Daloa et Boisflé. Avec notre partenaire technique TAL of Africa, n'est-ce pas, nous avons initié justement le programme d'enseignement ciblé qui est un programme qui nous permet effectivement de rattraper tous les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage pour les mettre au même niveau que les autres. Le programme d'enseignement ciblé, une approche innovante pour assurer l'acquisition des compétences fondamentales pour tous les enfants. Quand on intervient dans une école, on touche l'ensemble des enfants de cette école qui sont au niveau CE1 au CM2. Et donc pendant 1h30 par jour, on fait sortir les enfants pendant la période, il y a une plage horaire dans l'emploi du temps
qui s'appelle rémédiation. Pendant cette plage horaire, les enfants de toute une école vont se retrouver par niveau et pas par classe. Tout ça, ça se fait dès le départ par une évaluation systématique de tous les enfants qui entrent dans le programme. On appelle cette évaluation l'évaluation de test ASER, qui consiste à évaluer le niveau réel de chaque enfant en lecture et le niveau réel de chaque enfant en mathématiques. Après 5 ans de déploiement, le PEC a donné des résultats satisfaisants. À cet effet, il sera généralisé cette année. Reverser justement cette approche-là justement dans le PENAPAS pour qu'à partir de la rentrée prochaine, toutes les classes de CP1 de Côte d'Ivoire puissent bénéficier justement de cela. Et on va le faire progressivement, CP2, CE1 jusqu'en CM2, pour que justement tous ces élèves qui vont bénéficier des cours du CP1, du CP2 jusqu'en CM2, qui vont avoir des difficultés d'être au même niveau que leurs camarades. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation s'est associé à l'ONG Teaching at the Right Level, TAL Africa, pour adapter au contexte ivoirien et piloter le programme d'enseignement ciblé, le tout premier programme inspiré par TAL, lancé en français. L'enseignement est dispensé aux enfants au moyen d'activités attrayantes, amusantes et créatives adaptées à leur niveau d'apprentissage. Ce sont 165 000 enfants en Côte d'Ivoire qui ont bénéficié de ce programme en 2022. Et on reste avec ces tout petits. Un autre engagement, 0 cas de malnutrition d'ici à 2030. C'est l'objectif que veut atteindre l'État de Côte d'Ivoire. Une ambition partagée par les femmes de Guiambé et de Siemporgo dans les régions du Poro et de la Bagoué. Réunies en coopérative, elles se sont engagées dans la lutte contre la malnutrition en misant sur la culture des denrées locales. Une partie est mise à la disposition des cantines scolaires pour les élèves. L'UNICEF et le Conseil national pour la nutrition expriment leur soutien à l'initiative. On le voit avec Rally Diomondé. Derrière ces coups de daba se nourrit un rêve, celui d'éradiquer la malnutrition dans la sous-préfecture de Guiambé, région du Poro. Depuis une dizaine d'années maintenant, ces femmes réunies en coopérative se sont engagées pour la sécurité alimentaire et la lutte contre la malnutrition. Dans ce champ de 7 hectares, elles cultivent une diversité de produits. Nous cultivons de l'arachide, du soja, du maïs et du maraîcher. Du riz aussi. Après la récolte, nous donnons une partie à la cantine scolaire pour pouvoir nourrir les enfants à l'école. Tout ce que nous faisons là, c'est pour aider le gouvernement à lutter contre la malnutrition des enfants. Ayant eu écho de leur engagement pour la nutrition infantile, l'UNICEF, le Fonds japonais et le Conseil national pour la nutrition sont venus à la rencontre de ces femmes. L'occasion pour elles de faire découvrir à la délégation leur entrepôt de stockage et d'émettre des doléances en vue de booster leur productivité. On a besoin que l'UNICEF vienne nous aider avec des machines pour pouvoir travailler dans nos champs, pour que nous ayons plus de rendement. Et ce que nous cultivons, on a besoin aussi que l'UNICEF nous apprenne comment il faut transformer ça pour pouvoir les aider aussi contre la malnutrition des enfants. Des doléances que l'UNICEF entend bien adresser. Nous allons continuer à travailler avec ces femmes pour continuer à apporter un appui technique sur tout le volet nutrition et également tout le volet de la transformation des aliments auprès des jeunes enfants. L'UNICEF a offert à la coopérative 2 tricycles avant de prendre la direction de Siemporgo, dans la région de la Bagoué. Ici, les femmes ont également pris à bras le corps le combat contre la malnutrition et la faim en misant sur les cultures vivrières. C'est d'ailleurs pour les encourager dans leurs initiatives que l'UNICEF, à travers le Fonds japonais, met à leur disposition un tricycle. Je salue l'UNICEF pour le tricycle qu'il vient de nous donner. Ça va nous permettre de bien produire pour que nos enfants puissent bien manger. Et je suis convaincu effectivement que ces dons, on n'en point douter, en tout cas, va permettre de booster effectivement la lutte contre la malnutrition en Côte d'Ivoire dans notre pays. Et dire merci encore à l'UNICEF Côte d'Ivoire qui a piloté effectivement ces actions sur le terrain. 0 cas de malnutrition en Côte d'Ivoire d'ici à 2030. La coopérative de Siemporgo promet de jouer pleinement sa partition pour relever ce défi. Dans ce monde agricole, une quarantaine d'agents du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole viennent d'être honorés par la République. Ils ont reçu des médailles d'honneur du travail, plus de 900 projets financés en 20 ans d'existence. Cette remise de distinction s'inscrit dans le prolongement de la commémoration de ce 20e anniversaire du FIRCAR. Lansine Bakayoko.
Le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole a pour rôle de mobiliser les ressources financières auprès des filières agricoles, de l'État et des partenaires techniques et financiers. Objectif, améliorer la compétitivité des filières et accroître la productivité des différentes spéculations. 39 agents de cet important organisme d'État ont reçu des distinctions. La distinction à la médaille d'honneur du travail est la récompense de la République de Côte d'Ivoire pour les services honorables, la fidélité et la loyauté des travailleurs qui, pendant plusieurs années, ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour participer au rayonnement de leur entreprise. Cette distinction est certes une fierté, mais constitue surtout un signal fort pour nos collègues qui ne font pas partie de la liste d'aujourd'hui. L'abnégation au travail, le professionnalisme, la loyauté envers l'employeur finiront toujours par payer à travers la reconnaissance de la nation. En 20 ans d'existence, le FIRCA a déjà exécuté 900 projets en faveur de 25 filières agricoles. Les domaines d'activité financés par le FIRCA couvrent notamment la recherche agronomique forestière appliquée, la conduite d'expérimentation et de démonstration pour la transmission du savoir entre la recherche et l'exploitation, la recherche technologique pour l'amélioration des produits agricoles et des produits transformés, la diffusion de connaissances par l'information, la démonstration, la formation, le conseil technique et économique. Ces actions ont contribué à promouvoir plus d'une centaine d'innovations et touché au moins 1 million de producteurs par an à travers des programmes de recherche et d'assistance technique ainsi que de formation aux métiers agricoles. La gestion intégrée des frontières de la sous-région préoccupe la Côte d'Ivoire et les Nations Unies. Pour identifier des pistes de solutions, une séance de travail a eu lieu entre le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et la représentante spéciale adjointe du secrétaire général pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Au menu des échanges, la situation sécuritaire et politique dans ces régions. Michel Digley. La mise en place d'un mécanisme de gestion intégrée des frontières de la sous-région visant à garantir la paix et la stabilité. Le sujet était au cœur de la séance de travail entre le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, Adom Kakouadja, et la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Madame Giovanni Bia donne les raisons pour lesquelles la Côte d'Ivoire doit jouer les premiers rôles sur les questions sécuritaires dans la sous-région. La Côte d'Ivoire occupe une position stratégique dans la région, mais aussi sur le continent. Position stratégique pour garantir la paix, la stabilité, la sécurité de la région. Donc nous avons échangé sur le rôle de la Côte d'Ivoire, sur l'appui aux décisions de la CEDEAO pour garantir la paix et la stabilité, mais aussi la stabilité politique dans un nombre de pays justement de la sous-région, et notamment dans les pays où il y a eu des coups d'État. C'est la deuxième mission en une année de Giovanni Bia en Côte d'Ivoire pour mieux coordonner la stratégie de lutte contre l'insécurité en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel. En culture, Varitoscope, émission de divertissement de la RTI pendant les vacances, a refermé ses portes ce samedi 16 septembre 2023 au Palais des Sports de Treichville. 5 groupes étaient en compétition. Après une finale âprement disputée, le groupe Amamoué Billard d'Aboisseau séduit le jury par sa dextérité et le savoir-faire de ses danseurs. Sorti grand vainqueur de l'édition 2023, il remporte ainsi une ambulance d'une valeur de 50 millions de francs CFA et bénéficiera de la construction d'une œuvre communautaire offerte par la RTI et son partenaire, la LONASI. Écoutons justement le directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé. Merci. Je voudrais d'abord exprimer toute la gratitude de la RTI à son Excellence le Premier ministre Achille Patrick Jérôme, qui soutient Varitoscope et qui dote cette compétition de prix importants. À la suite, exprimer toute notre gratitude à nos ministres de tutelle, le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Koulibaly, pour son soutien de tous les instants, et le ministre Moussa Sanogo, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État,
qui ne ménage aucun effort pour permettre à la RTI d'avoir les moyens pour continuer sa mission de service public. Je voudrais féliciter tous les groupes qui nous ont gratifiés de spectacles époustouflants. Et je voudrais aussi remercier toute la direction de RTI 1, l'équipe de production, le NG10, avec le toujours jeune Barthélémy Inabo et ses compères. Merci pour tout ce que vous faites. Merci à Koné-Siri Kessil, l'inusable, le talentueux, le grand réalisateur et une des icônes de la RTI. À travers lui, je voudrais rendre hommage à tous ses collaborateurs qui, matin, midi, soir, travaillent pour le bonheur des Ivoiriens, des téléspectateurs, des auditeurs et des internautes. Merci à tous pour contribuer chaque jour à rendre encore un peu plus grand ce rendez-vous de Variétoscope. Ils ont vu Variétoscope 2024 après Paris l'année dernière, Bruxelles. Cette année, les Marie-Laure d'Ivoire se tiennent le 18 novembre 2023. 5 prix spéciaux et une dizaine de personnalités seront primées. Le lancement de la 2e édition avec Franck Quadio. Et de deux. Les Marie-Laure d'Ivoire, après la capitale française, tissent leur toile, cette fois dans la capitale belge, à Bruxelles, le 18 novembre prochain. Le principal enjeu, c'est de promouvoir l'excellence. C'est de promouvoir les personnes de qualité, des personnes qui excellent dans leur domaine d'activité. Donc quand on décèle ces personnalités qui ont des talents exceptionnels, c'est une manière pour nous de les encourager. Des personnalités qui ont fait de l'excellence leur credo, elles impactent, valorisent l'identité et la destination Ivoire. L'essence de cet événement initié par la journaliste présentatrice du 20h sur RTI 1 Marie-Laure Ngoran et ses partenaires. Et pour cette année, il y aura plus d'une dizaine de lauréats qui seront honorés. Et 5 prix d'honneur seront décernés à des personnalités qui se sont distinguées par leurs actions pour la promotion de la Côte d'Ivoire. Les lauréats auront l'opportunité de participer à des missions de prospection en Côte d'Ivoire grâce à un partenaire. Plus d'une dizaine de lauréats et 5 prix d'honneur cette année. L'innovation, la technologie, la vie associative, le sport et la culture, entre autres, bien de domaines de possibilités et de potentialités mis en avant par les Marie-Laure d'Ivoire. Ce prix m'a apporté une grande visibilité et m'a apporté aussi beaucoup d'opportunités parce que vivant à l'étranger, je n'étais pas forcément connu dans l'espace, sur l'échiquier national ivoirien. De Marie-Laure d'Ivoire, d'Abidjan à Paris, puis bientôt à Bruxelles, l'événement mobilise de plus en plus. C'est tout à fait naturellement que l'Office du tourisme accompagne les Marie-Laure d'Ivoire, dont l'un des objectifs est de sublimer la destination Côte d'Ivoire. Nous pensons à la diaspora et nous leur disons de venir. Ensemble, nous allons continuer le développement de notre beau pays. Le deuxième élément pour lequel la ministre d'État attache du prix à ce prix, c'est que cette initiative représente pour nous une offensive diplomatique. C'est une offensive diplomatique. Le savoir-faire ivoirien à la conquête de l'Europe, mais aussi le savoir-être ivoirien communiqué au monde. La 2e édition des Marie-Laure d'Ivoire porte 4 maîtres mots. La Côte d'Ivoire, terre d'opportunités. Je vous emmène maintenant au Maroc. Allons à la découverte d'une ville antique, Volubilis, vestige d'une ville romaine. Ces vestiges sont justement restés préservés de l'urbanisation contemporaine. Une cité qui garde encore ses vieilles bâtisses, ses colonnes en marbre blanc, son temple et la silhouette altière de son arc de triomphe. Le site fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1997. Ville antique, mais les mosaïques sont encore visibles, splendides, et l'architecture, vous allez le voir, est étonnante. Prenons le temps de flâner dans ce dédale de ruines romaines, une belle balade dans la région de Fès-Meknès avec Walter Amadou Ouattara. Ce site archéologique, qui s'étend sur 42 hectares, comprend 19 lieux liés aux récits ou faits historiques. Bienvenue à Volubilis, nous sommes au Maroc. El Hassan est le guide du jour. Il fait découvrir à la délégation ivoirienne venue de la région du Tompi cet ancien dortoir aux décorations gréco-romaines sur le sol. Le premier noyau de Volubilis fut fondé au cours du IIe siècle avant Jésus-Christ. La ville connaîtra par la suite
la construction des grands monuments qui la caractérisent encore aujourd'hui. Entre autres, déjà nommés à cette époque, Capitole, Arc de Triomphe, Basilique, Palais de Gordien. Si vous y faites un tour, le guide vous laissera entendre que le siège de la justice était la basilique. Le Capitole, dédié à la triade Jupiter, Junon et Minerve. Édifié par la collectivité, l'Arc de Triomphe s'ouvre sur l'artère principale de la vieille cité. Malgré le poids de l'âge, cet Arc de Triomphe ressemble à celui de Paris en France. Vu de près ou de loin, tous ces monuments captivent l'attention des touristes. Au plan moral, effectivement, ça nous fait du bien parce que d'abord les frais que nous avons respirés, mais également la découverte. Et nous avons remarqué l'authenticité artistique au niveau de ce site. En 789, Idriss Ier est accueilli par le chef des Ouraba. La ville est dénommée Walila, où il fonde l'État idrisside. Durant le 8e siècle, Volubilis connaît les premiers textes écrits en arabe. En famille comme en amoureux, l'endroit ancestral reçoit régulièrement les visiteurs venus de 4 coins du monde. C'est pas la première fois que je viens ici. Et puis, c'est un monument historique qu'il faut visiter. On a trouvé pas mal de mosaïques. C'est vraiment un site romain. Et les Romains restent presque 3 siècles ici. Et après, la ville était habitée par les tribus berbères. Jusqu'à la fin du 8e siècle, la ville devient islamique. Depuis le 25 mai 1915, les fouilles archéologiques menées sur le site ont permis la découverte d'innombrables vestiges. La préservation du paysage a contribué à l'ajout de Volubilis sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO le 6 décembre 1997. Et la Côte d'Ivoire était à l'honneur du 7 au 12 septembre dernier à Paris. En France, c'était à l'occasion de la 6e édition du Village international de la gastronomie, une tribune qui promeut l'art culinaire venu de divers horizons. Cette année, 180 pays ont pris part aux festivités. Dans le reste de l'actualité en Libye, le bilan s'établit à plus de 3000 morts. Les Nations Unies évoquent aussi au moins 10 000 disparus. L'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, évoque par ailleurs 38 000 déplacés. Plusieurs organisations humanitaires alertent sur les risques de maladies liées à une éventuelle contamination de l'eau. L'aide internationale à la Libye s'intensifie. Mais la situation chaotique empêche le bon déroulement du recensement et l'identification des victimes. La forêt de Béjaïa de nouveau en proie aux flammes. Toute la nuit, de grands incendies ont ravagé la région montagneuse dans le nord-est algérien. Les autorités ont évacué plusieurs hameaux afin de mettre à l'abri les habitants, même si pour l'heure aucun décès ni dégâts matériels n'a été signalé. Les secours sur place préviennent que les flammes se propagent rapidement en raison de vents violents. Les températures élevées devraient persister dans la zone touchée au cours du week-end avec des conditions chaudes et sèches susceptibles de favoriser la croissance des feux de forêt. Et rappelons pour terminer que le vice-président de la République, M. Timoko Mediakone, a quitté Abidjan ce samedi 16 septembre pour New York et le représentera le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, à la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tient cette année sous le thème « Reconstruire la confiance et raviver la solidarité mondiale, accélérer l'action en faveur de l'agenda 2030 et ses objectifs de développement durable vers la paix, la prospérité, le progrès et la durabilité pour tous. » Cette 78e session sera l'occasion pour les États membres de travailler à renforcer le multilatéralisme en vue d'atteindre les objectifs de développement durable dans un contexte marqué par la guerre en Ukraine et la défiance entre certains acteurs majeurs des relations internationales. Au cours du débat général qui aura lieu du 19 au 26 septembre 2023, le vice-président de la République prononcera au nom du président Alassane Ouattara une allocution à la tribune des Nations Unies sur la situation mondiale et l'engagement de la Côte d'Ivoire en faveur d'importantes thématiques telles que la cohésion sociale, la paix et la sécurité internationale, la lutte contre le terrorisme, les changements climatiques et les droits de l'homme. Par ailleurs, en marge du débat général, la délégation ivoirienne prendra part à plusieurs sommets, conférences et rencontres de haut niveau.
Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h. Ce soir, le sage vous apprend, ne repose pas du pied la pirogue qui t'a déposé sur la berge. Dieu le voulant, on se retrouve demain.